Alors qu'au début du 19e siècle, l'île de Gorée est déjà une réalité historique, sociale et économique, Dakar n'est qu'un gros village balayé par les vents et les embruns du large. En raison de l'abri remarquable de sa baie, Gorée est déjà utilisée pour le mouillage des navires, et ce, jusqu'en 1857. C'est à cette époque que l'on songe à installer une escale maritime sur la presqu'île de l'Anse de Dakar. Située sur les routes maritimes de l'Atlantique central et méridional, à une époque où les conditions techniques définissent étroitement les itinéraires des navires, la presqu'île du Cap-Vert s'impose comme une destination de transit inévitable. Une convention est signée entre le gouverneur français et la Compagnie des messageries impériales pour l'exploitation d'une ligne régulière entre la France et le Brésil, avec escale obligatoire à Dakar. Pour desservir le parc à charbon qu'elle a réalisé en novembre 1858, la compagnie fait construire un appontement dans l'anse de Dakar. Mais les installations se révèlent rapidement insuffisantes et le ministre Chasseloup Loba, grâce à une subvention exceptionnelle de 400 000 francs, fait alors réaliser une jetée atteignant les fonds de 5 mètres. Les travaux sont achevés en 1863. Pour améliorer les conditions de travail des navires qui fréquentent l'escale de Dakar, un nouveau programme de travaux est exécuté de 1864 à 1866. À la même période, et dans le même mouvement, on installe les phares du Cap-Vert, des Almadies et du Cap-Manuel. Dakar est alors convenablement équipé pour le trafic d'escale restreint et comme l'arrière-pays n'est pas mis en valeur, le port de Dakar reste en l'état pendant 30 ans. Avec la situation si favorable qu'elle occupe, Dakar est forcément appelé à se développer au fur et à mesure que l'Afrique se dote de voies de communication terrestre. Entre 1862 et 1882, la ville de Dakar se crée autour du port, puis on construit le chemin de fer reliant Dakar à Saint-Louis. Enfin, en 1898, la marine entreprend de faire de Dakar un point d'appui de la flotte. Le port est dès lors lancé et depuis cette époque, les travaux se poursuivent, le trafic augmente, ce qui fait que, dès qu'une tranche de travaux est terminée, une autre commence. Les ports du monde ont de tout temps constitué les lieux privilégiés de transit, de rencontres, d'échanges entre les hommes dans leur quête jamais totalement assouvie de découvertes, de conquête d'espaces nouveaux, d'affirmation civilisationnelle, d'expansion, de développement et de rayonnement de la puissance commerciale et économique. Le port de Dakar, dans sa trajectoire et dans son développement, n'a pas échappé à la règle. Mieux, il est à la fois le symbole de cette réalité et le baromètre constant du développement de Dakar, développement mis au service de l'arrière-pays et des pays limitrophes non ouverts sur la mer. On ne mesurera jamais assez combien le port est devenu le baromètre de la bonne intelligence entre les hommes et les peuples, l'espace de socialisation des rapports par excellence, parce qu'il favorise l'entraide et la solidarité entre les peuples des rives de la mer et ceux de la profonde terre. C'est ce qui explique et justifie le thème, le port comme espace de promotion des valeurs humaines, du symbolisme et du consensus social. Dans la logique de cette projection, la jonction entre la fonction du port de Dakar, régulateur économique et point de convergence culturelle par la rencontre des hommes d'univers multiples et divers, et la fonction des grands guides religieux, régulateurs et point de convergence spirituelle est toute trouvée. Cette jonction est du reste consacrée par le sens partagé de leur mission, celui de rencontre par et pour les hommes, d'échange, d'enrichissement, de rayonnement pour le mieux-être de cette réalité culturelle et sociale qui fonde toute nation et donne un soubassement solide, intangible aux États, le peuple souverain. Cette jonction trouve aussi sa justification dans le fait que la naissance et le développement du port se réalisent dans le printemps foisonnant de ce 19e siècle,
qui suit et prolonge le siècle des Lumières en même temps qu'il amorce celui des technologies innovantes. Des siècles qui ont vu naître et s'affirmer dans leur mission la plupart des grandes figures emblématiques dont les noms vont désormais illuminer les frontons de nos installations portuaires. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. El Hadji Omar Foutiyou Tall, 1797-1864. Né à Alouar près de Podor dans le Fouta Toro, vers 1797, El Hadji Omar Foutiyou Tall est issu de la famille des Torodo, religieux qui ont renversé en 1776 la dynastie des Dénéanké. En 1809, à l'âge de 12 ans, il mémorise entièrement le Coran, puis complète sa formation par ses nombreux voyages auprès des morts de la confrérie Radria au Tagan et à Walata. Il y reçoit le wird de Tidjane une première fois, puis s'enrichit d'un deuxième wird par le Cheikh Abdou Karim, puis d'un troisième enfin à Médine de Mohamed Khali, disciple direct de Cheikh Ahmed Tidjane, qui devient par la suite cheikh de la Zavia de Fès. En 1820, à l'âge de 23 ans, El Hadji Omar entreprend un voyage de 13 ans en Orient qui l'amène à la Mecque, à Médine, au Caire, à Jérusalem. Du cheikh, on retiendra qu'il fut un grand conquérant et un propagateur infatigable de l'islam. Il reste de ce fait une des plus grandes figures du XIXe siècle africain. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, fils de Momar Anta Sali, fils d'Habib Allah, né en l'an 1272 de l'Hégire, 1853, dans un petit village du Sénégal, Mbaké Baol. Vivificateur de son enseignement et libérateur des hommes, il n'aura de cesse d'extirper la haine des cœurs et d'affranchir son peuple des chaînes de l'esclavage, des tentations de Satan et des futilités de ce bas monde. Chaque homme sera le frère de l'autre et le culte ne sera rendu qu'à Dieu. Puissent les installations qui portent son nom briller à jamais de la prospérité bienfaitrice, léguée par son illustre parrain aux hommes dans leur cœur et leur vécu. El Hadji Malick Sy Maodo, l'auteur sublimé de Nounia, de Mimia, et qui témoigne de son service exclusif à son Créateur et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, auquel il vouera un attachement indéfectible. Aussi, dira-t-il, il n'existe aucune action que je puisse faire pour toi si ce n'est t'aimer, te célébrer et te suivre. S'étant mis exclusivement au service de Dieu, en vulgarisant l'islam et la tariqa, modèle achevé de l'idéal prôné par Abu Abbas, Cheikh Ahmadou Tidjane, Maodo reçoit par la grâce de Dieu les insignes de grand maître de l'ordre Tidjane, grade suprême, dont la valeur se mesure aux esquisses nourritures spirituelles qui font aujourd'hui courir des milliers de musulmans. Cher Ramallah, le Mali est le prolongement naturel, géographique, culturel, historique du Sénégal. C'est en 1902 que le jeune Ahmadou Hamaoula fut initié à la tariqa Tidjaniya par le cheikh Sidi Mohamed Lakdar. Outre l'arabe classique, le cheikh Hamaoula parlait le Hassaniya, le Bambara, le Soninké, le Peul et l'Azer, ce qui illustre la forte insertion sociale de sa mission historique. Cheikh Bou Kounta, Cheikh Bou ibn Cheikh Bounama Kounta, le vénéré et guide suprême des Ahlul Kountiou, était sans conteste un homme de Dieu, dont la vie, le dévouement au miséricordieux et à son envoyé lumineux, paix et salut sur lui, était à nul autre pareil. Il s'était consacré au rayonnement et à la propagation de l'islam, mais aussi au culte du travail. Sa richesse spirituelle sur terre est là pour en donner une parfaite illustration. Aussi les milliers de fidèles qui chaque année convergent vers Niassane, capitale du Khadria, témoignent de l'intensité et de l'attrait de cette lumière que seul le Très-Haut réserve à ses élus.
Cherna Cher Sadbou, Borom Nimzat, sceau de la sainteté. Cherna Cher Sadbou Abihi, plus connu sous le nom de Cherna Cher Sadbou, est né en 1848 dans le Hod mauritanien. Il est le fils de Cherna Cher Mohamed Fadel et de la pieuse Mariama, fille de Ahmed Abdi. Il est descendant en ligne directe et 37e petit-fils du prophète Mohammed par son père. Son nom céleste est Al-Mukhtar, le choisi, un des noms du prophète, paix et salut sur lui. Il connut très jeune, à l'âge de 11 ans, la consécration mystique qui fit de lui un saint accompli. Le cheikh disparut au 22e jour du mois béni du Ramadan de l'an 1917 à Nimzat, après 69 années consacrées à l'œuvre de revivification de la religion. Cheikh Ibrahima Niass, Baye Niass, de son vrai nom Ibrahima Niass, Cheikh al-Islam Maulana Ibrahima Niass est un soufi gnostique et mystique musulman sénégalais. Il est le 9e fils d'Abdoulaye Niass. Son mouvement religieux est sans doute aujourd'hui l'un des plus importants, sinon le plus important de l'islam, comptant des millions de disciples dans le monde. Baye Niass fut très vite connu dans tout le Sénégal et dans sa sous-région, non seulement par la diversité du savoir qu'il dispensait, mais aussi et surtout son implication dans tout ce qui concernait les Africains. C'est un panafricaniste confirmé et s'est rendu dans beaucoup de grandes villes d'Afrique pour y prêcher le tijanisme. Thierno Mohamed Seydouba. Thierno Mohamed Seydouba, le fondateur de la communauté musulmane de Médina Gounass. Originaire du village de Tikité, département de Podor, dans le nord du Sénégal, Thierno Mohamed Seydouba a d'abord fait ses humanités à Ngidjilon, région de Matam, auprès de Thierno Yorobal Anne, puis à Tulon, auprès de Thierno Ahmed Babatala. Le saint homme a fondé 65 villages, dont 51 au Sénégal. Dans chaque village, il aura laissé une mosquée, une école coranique et un imam. Le nombre de mosquées qu'il a édifiées s'évalue à 93 dans la zone ouest africaine. Dakar ou le retour vers Dieu. Le Dakar, rassemblement pour la retraite spirituelle, a été institué en 1942 par Thierno Mohamedou Seydouba. Situé à 10 km du village religieux de Médina Gounass, le Dakar se singularise par une retraite spirituelle ponctuée par des lectures du Saint-Coran et du Zikr. Mam Limamoulaye. Limamoulaye, né en 1843 dans la région de Dakar-Ayof, commence sa prédication le 24 mai 1883 à l'âge de 40 ans, se présentant comme l'imam des bien guidés ou Imamul Mahdi. En 1883, déjà orphelin de père, l'Imamoulaye perd sa mère et s'enferme 3 jours sans boire ni manger. De cette retraite douloureuse, il sort comme illuminé d'une grande certitude, celle d'être investi d'une mission quasi-prophétique à l'image du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au fil des années, des érudits musulmans affluent à travers le Sénégal à son appel. Son influence grandit. Les fidèles, de plus en plus nombreux, disciples fervents et soumis, foulent assidûment le sable de Yoff pour écouter les sermons, les prêches de Mam Limamou, qui les convient à un culte religieux propre et sincère, débarrassé des traditions jugées non conformes à l'islam. Amadou Sakhir Mbaye, ou Mam Cheikh Mbaye, a vécu entre 1864 et 1946. C'est une grande figure du soufisme au Sénégal. Mam Cheikh Mbaye, qui s'est initié au Coran auprès des Maures, a vécu par la suite auprès d'Ahmadou Bamba pour des études de théologie et de grammaire arabe. En 1882, il quitte Mbacké Kadior pour Ngarndé, chez Malick Sy, auprès de qui il s'attelle à approfondir ses études en grammaire arabe, avant d'aboutir à Saint-Louis, chez Mam As Kamara, qui lui inculque des études très poussées en astrologie. Dans cette ville du Nord, il se rapprocha de Amadou Ndiaye Mabé et Madior Cissé, professeurs très versés dans la science islamique. Fort de ces sciences, le cheikh devient cadi, juge, dans le Jolof,
ce qui lui permet de rendre autant que possible les décisions conformes à la loi coranique. Il est l'initiateur de la fondation de l'école coranique de Koki par Ahmadou Sakhir Lo. Ahmadou Ndak Seck, ou le glaive de la Tidjaniya armée. Le fondateur de Thiénaba, Serigne Ahmadou Ndak Seck, est né en 1830 à Thiénaba Kadior, près de Kébémer. C'est dans ce village de Thiénaba Kadior qu'Amary Ndak a appris et mémorisé le Coran et les sciences islamiques sous la houlette de son propre père et de son grand frère